Creo que tengo ahora. Tengo calor. Muy bien. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Ça va. Voilà. Partager, puis nous allons ensemble aborder cette question des mineurs dont le porte-parole du gouvernement a parlé. Il est important de parler de ça. Donc partager, inviter les autres, dites-leur de venir. Un sujet sensible que nous allons toucher, mais qui est important parce que il s'agit de l'application de la loi. Donc, nous allons parler de ce sujet-là. Connectez-vous donc et appelez les autres. Alors, comme j'aurai une réunion tout à l'heure, on va aller rapidement. Aujourd'hui, j'ai écouté le porte-parole du gouvernement lorsque la question concernant les mineurs lui a été posée. Et il a répondu que les 4 mineurs détenus d'Abbeville subiront la rigueur de la loi comme tous les autres. La question que l'on doit se poser d'abord est de savoir qu'est-ce que c'est un mineur, comment le code pénal définit le mineur en Côte d'Ivoire et est-ce que ces mineurs-là, on peut leur appliquer des mesures pénales? Et cette question sont ces questions-là qu'il faut se poser. Je voudrais dire qu'en Côte d'Ivoire, le mineur, c'est celui qui a moins de 18 ans. Ça, c'est d'abord la première des choses qu'il faut savoir. Mais selon le code pénal, il y a une classification dans cette histoire
de minorité. Et comme le porte-parole, bonsoir Marie-Angelina, oh excuse-moi, comme le porte-parole du gouvernement a été vague sur la réponse qu'il a donnée, il est important pour nous de revenir sur cette question pour que tous nous puissions savoir réellement quel est le traitement réservé aux mineurs qui sont pénalement à qui on peut appliquer des mesures pénales. C'est ce qui est important. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mineur, selon le code pénal en Côte d'Ivoire, c'est celui qui est âgé de moins de 18 ans. Et il y a une classification. Alors, quelles sont donc les tranches d'âge? Le porte-parole du gouvernement n'a pas précisé les choses. Il devait préciser les choses parce que quand il dit que les 4 mineurs détenus à Agboville subiront la même mesure, la rigueur de la loi comme tous les autres, non. Parce que parmi ces mineurs, il y a certains qui ont 11 ans et d'autres 14 ans. Il devait donner une information sur toutes ces choses-là. Parce qu'il dit que, quand il dit qu'ils vont subir eux tous la rigueur de la loi, c'est vague. Alors que le code pénal nous dit simplement que moins de 10 ans, il n'y a aucune peine. C'est-à-dire qu'aucune poursuite pénale n'est possible. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on va toucher ce qui est important, ce qui est le cas de ces enfants-là. Donc, de 10 à 13 ans, aucune poursuite pénale sur des mesures. Sur des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation sont applicables. Donc de 10 à 13 ans. De 13 ans, c'est-à-dire qu'à partir de 13 ans et plus, ici, les mineurs sont pénalement responsables. Mais ils bénéficient d'une présomption de minorité qui atténue ou exclut les peines selon les circonstances. Voici ce qui est important. Alors donc de 13 à 18 ans, l'excuse de minorité est applicable en cas de culpabilité, ce qui peut entraîner des peines allégées ou des mesures éducatives. La précision, elle est faite à ce niveau-là. C'est-à-dire où on dit de 13 ans et plus. On a parlé de circonstances. Alors, monsieur le ministre a parlé. Et nous ne sommes pas contre le fait que la loi soit appliquée. Je ne dirais pas que comme je suis dans l'opposition, je ne veux pas que la loi s'applique. C'est que je ne suis pas un républicain. C'est que je ne sais pas ce que c'est un état de droit. Oui, la loi peut s'appliquer à tout le monde. Mais la question est de savoir comment appliquer cette loi-là. Et concernant le cas des 4 enfants dont nous parlons, il faut étudier les circonstances dans lesquelles
les présumés coupables, que sont ces enfants-là, ont été arrêtés. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils sont conscients si réellement, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont posé comme acte, c'est-à-dire de là où ils sont allés? Est-ce qu'ils savent réellement? Est-ce qu'on leur a expliqué? Est-ce qu'ils ne sont pas ici poussés par un esprit de groupe parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Pour eux, il y a du monde, des gens sont sur la route peut-être, et donc ils y sont allés. Surtout qu'on parle d'élèves, des enfants entre 10, 11, 12, 13, 14 ans, ils ne savent pas. Donc c'est là que le problème réside. Sinon, nous ne disons pas qu'on ne doit pas condamner un enfant, parce que la loi est claire là-dessus. Mais le problème est de savoir, est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle, on a lancé un mot d'ordre, d'aller barrer les routes, d'empêcher tout ça. Est-ce qu'ils savent de quoi il est question? Est-ce qu'ils ont participé à une réunion? Ils sont conscients de ce qui devait arriver. Est-ce qu'ils savent que l'État de Côte d'Ivoire a interdit une manifestation sur des voies publiques? Monsieur le porte-parole du ministre et du gouvernement, je vous comprends, mais souvent je vois que vous mélangez tout. Parce que moi je suis sûr que ces enfants-là, même si j'étais à leur place et que j'avais leur âge, j'allais être poussé par, disons, cet effet de groupe. Parce que je ne suis pas sûr qu'un enfant a été appelé pour participer à un mouvement. Non. Ils étaient tranquillement à l'école. Ils sont allés au cours. Et les gens sont allés les déloger. Et l'esprit de groupe les a entraînés là où vous les avez trouvés. Ce qui veut dire que ils ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Antoinette, bonsoir. Merci. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et souvenez-vous que ce sont des mineurs. Ce sont des mineurs. Des éléments que nous sommes en train de citer ici, c'est que, tu vas demander à un enfant que, mais le gouvernement a interdit les manifestations sur la voie publique de telle période à telle période. Est-ce que tu le sais? Il va te regarder parce qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Lui, il ne sait pas. Le deuxième élément est plus important. Parce que pour inculper un enfant, un mineur, il faudrait qu'on voie que l'enfant lui-même, à un moment donné, il savait ce qu'il était en train de faire. C'est comme vous laissez des enfants à la maison et celui qui a 11 ans vient, il prend le plus petit, il appuie sa tête dans l'eau et il était sur lui. Ici, là, il sait ce qu'il était en train de faire. Parce que là, il est en train d'étrangler quelqu'un ou bien faire noyer quelqu'un. Et il sait que en le faisant, la personne va perdre sa vie. Il était bien conscient de ce qu'il était en train de faire. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le matin, ils se sont levés, ils sont allés au cours. Et des gens surchauffés, ils sont allés les déloger. Alors, ils ont suivi leurs amis. Ils ont suivi ceux qui sont allés les déloger, sans savoir pourquoi ils les suivent. Et ils ne savent pas ce qu'on appelle un quatrième mandat. Monsieur le porte-parole du gouvernement,
Ils ne savent pas que tu vas leur demander c'est quoi un 4e mandat illégal. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont aucune idée de cela. Tu vas leur demander, un président de la République doit faire combien de mandats selon la Constitution? Et où se trouve l'article qui le dit? Ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas. Non, on ne peut pas dire que ces enfants-là, ils subiront la rigueur de la loi comme tous les autres. Non, c'est pas normal. Évitons le zèle. Ce zèle, on peut l'éviter. On peut l'éviter. Ils n'ont pas participé à une réunion. Ils ne savent pas ce que c'est un mandat anticonstitutionnel. Ils ne savent pas ce qu'on appelle braquage électoral. Ils ne connaissent pas tous ces thèmes-là. Ils ne maîtrisent rien de tout ça. Seulement qu'ils sont allés à l'école et ce jour-là, les gens sont allés les déloger. Donc, ils ont suivi. C'est tout. On ne peut pas les poursuivre. On peut se tromper de les arrêter. Ça, c'est normal. On peut se tromper de les arrêter, mais une fois qu'on se rend compte que ce sont des mineurs et que ce sont des élèves et que ce jour-là, il y avait cours et des enfants ont été délogés, même s'il n'y avait même pas de cours. Ils pouvaient être en promenade et suivre un groupe comme ça. Toujours est-il qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle faire barrage à un 4e mandat illégal. Ils ne savent pas ça. Ils ne connaissent même pas. Donc dire que les mineurs détenus d'Agboville subiront la rigueur de la loi, monsieur le ministre, c'est trop dit. On peut éviter ce zèle. On pourrait utiliser même d'autres éléments pour dire que bon, on va analyser, on va voir de toutes les façons, comme ils sont déjà arrêtés, on verra. Vous allez demander à un enfant, vous leur posez la question, que pourquoi vous ne voulez pas que Alassane soit là. Il va dire que mais moi, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas Alassane va être président. Il ne sait pas. Même s'il chantait, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça, comprenez-le. On peut éviter le zèle dans certaines situations. Ça, c'est clair. On peut éviter le zèle. Ici, il faut étudier tous les éléments avant d'inculper ces enfants-là. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Rien. Parce qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ce jour-là, ils ont été délogés. Ils ne le savent pas. Donc, on ne peut pas dire qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Non. Non. Et nous ne sommes pas en train de dire que non, faut pas, on va respecter la loi. Mais ici, c'est un cas vraiment, c'est un cas qui sort de l'ordinaire. Moi, je me mets à la place de ces enfants-là et je réagis de la même façon. Je réagis de la même façon. Et c'est ce qui est vrai. Parce que l'enfant ne sait pas quand il va à la maison, il n'a jamais parlé de politique. Il n'a jamais participé à une réunion politique. Pour dire que demain, on nous a appelé d'aller sur la route. Et donc, voilà, on se prépare pour aller sur la route pour faire barrage. Ils ne savent pas ça. Donc, il y a quand même... voilà. On ne peut pas les poursuivre pour ça. On ne peut pas les poursuivre. Vous-même, vous le savez très bien. On peut éviter ce zèle. On peut éviter ce zèle. Parce que ça va marquer les enfants à jamais. Ça va les marquer. Et négativement. Ils seront troublés pour rien. Parce que j'imagine les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés.
Ils ont même besoin d'un suivi. Un psychologue pour les suivre, parce que là, ils ont été traumatisés. Il faut être clément. Donc, on ne peut pas dire que non, ces mineurs vont subir la rigueur de la loi comme tout autre. Non. Vous-même, vous dites les mineurs. Vous le dites. Et vous savez très bien qu'ils n'ont participé à aucune réunion. Que ce soit la réunion qui a été préparée pour aller faire des barrages, ils n'ont jamais été là. Eux-mêmes, ils sont victimes de quelque chose. Ils ne maîtrisent même pas. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. On ne peut pas les arrêter pour ça, monsieur le ministre. Il faut qu'on ait un peu d'humanité. Un peu seulement. Un peu d'humanité. Parce que je ne suis pas sûr que ces enfants-là puissent être, comment on appelle, au centre, au cœur d'une pensée de vouloir détruire la Côte d'Ivoire. Non. Non. C'est pourquoi je fais ce direct. Parce que je vous ai écouté, j'étais choqué quand j'ai entendu cette réponse que vous avez donnée au journaliste qui vous a demandé. Il faut qu'on évite ce zèle. Nous tous, nous voulons un état de droit, c'est vrai. Ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition que je vais dire que non, ça ce n'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand demain, moi je serai au pouvoir, je fais comment? Mais ici, il s'agit des mineurs. Voilà. Étudier le problème depuis la source. La question est de savoir à quel parti politique appartiennent ces enfants. Ils n'ont aucun parti politique. À quelle réunion politique ils ont une fois participé? Il n'existe pas de réunion politique à laquelle ils ont pris part. Est-ce que pour la dernière réunion, pour faire des barrages, ils ont participé? Non, ils ne savent pas. Mais il faut leur poser la question maintenant, c'est quoi un 4e mandat? Ils ne connaissent pas. Avant de leur demander, est-ce que vous êtes au courant que l'État avait interdit des marches de telle période à telle période? Ils ne savent pas ce qu'on appelle une défiance. Ces mineurs ne savent pas ce qu'on appelle une défiance. Ils ne savent pas ça. Ce n'est pas dans ce cas-là, on doit eux les mettre en prison. On doit les arrêter. Non. Il y a des cas pour lesquels on peut arrêter un mineur. Il y a des cas pour lesquels on doit arrêter un mineur. Donc, il faut bien comprendre les choses avant de tenir de tels propos. C'est choquant, c'est pas bien. Parce que nous tous, on a des enfants. Ton enfant va aller à l'école. Et tu ne le suis pas là-bas. On dit il y a une marche. Et on va les déloger. Ton enfant ne vient pas à la maison. Mais il lance son sac de l'école quelque part là-bas. Et il suit ceux qui sont venus les déloger. Il les suit sans savoir pourquoi il les suit. Il faut analyser tous ces petits éléments-là avant de vouloir condamner un enfant, un mineur. Est-ce qu'il faut savoir? Donc, monsieur le ministre, je pense qu'il y a des combats à mener. Et ces combats qui peuvent peut-être vous dire que oui, vous avez été durs, vous avez été des hommes qui ont fait respecter la loi. Mais ce n'est pas ici. Ici, là, il ne s'agit pas d'une violation de la loi. Concernant en tout cas ces mineurs. Parce qu'ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils ont fait.
Il y a une force qu'on ne peut pas contrôler qui les a menés là. Il y a une force incontrôlable qui les a menés là. L'effet du groupe. Et ça, personne n'a échappé à ça. Quand on était tous des enfants, il y a l'effet du groupe qui est là. Sinon que les enfants n'ont pas préparé. Ils ne se sont pas assis pour dire que oui, le 4e mandat de M. Alassane Ouattara n'aura pas lieu. Ils n'ont rien à voir avec ça. Il faut libérer ces enfants. Parce que ce sont les futurs porte-parole du gouvernement. Les futurs porte-parole du gouvernement qui sont aujourd'hui traumatisés. Vous devriez le comprendre. Ce sont les futurs présidents que vous avez arrêtés. Les futurs ministres que vous avez arrêtés. Il faut le comprendre. Et il faut comprendre les conditions dans lesquelles ces enfants ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à ces enfants, à ces mineurs? On leur reproche quoi? C'est pourquoi il fait ce direct. Il faut être clément envers ses enfants. Ils ne savent rien de la politique. Même si vous les avez trouvés en train de chanter Alassane va chez toi, ou bien Alassane ne sera pas président, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils écoutent leurs camarades en train de chanter, eux aussi ils chantent. Ou bien ils voient les grandes personnes en train de chanter, ils chantent. On appelle ça faire du perroquet. Sinon, ils ne sont pas eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ces enfants, il faut les mettre en liberté. Il faut les libérer. Ils vont regagner leur classe. Je suis sûr même qu'ils sont traumatisés. On ne fait pas ça, monsieur le ministre. On ne fait pas ça. Et vous-même, vous êtes conscient que ces enfants n'ont aucun parti politique. Ils n'ont jamais milité au sein d'un parti politique. Vous-même, vous êtes conscient. Vous savez très bien qu'ils n'ont jamais participé à aucune réunion pour dire qu'on va déstabiliser le pouvoir de M. Ouattara. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Chers Ivoiriens, c'est pourquoi j'ai fait ce direct. Parce que il faut qu'on ait des limites dans ce qu'on fait. Il faut qu'on ait un peu d'humanité. C'est très important. Il faut savoir dissocier les choses. Qui est capable de comprendre un acte qu'il est en train de poser et qui n'est pas capable? Ceux qui sont capables de ce qu'ils font, de comprendre ce qu'ils font, c'est ceux qui sont majeurs. Parce que désormais, ils savent que ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Et pas les mineurs. Ce ne sont pas les mineurs. Je souhaiterais donc que ces enfants-là soient vraiment libérés. Et je demande à l'Amnesty internationale de faire un geste. Et que nos gouvernants comprennent que ce n'est pas un exploit, ça. Voilà. Ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrête un peu, on essaie de voir comment il faut, quand on parle d'un état de droit, il y a quand même des choses, on doit avoir des limites. Les enfants, ces enfants-là, qui sont des mineurs, qui ne savent même pas ce qu'ils font, on ne peut pas les condamner et dire qu'ils vont subir la rigueur de la loi comme tout autre. Non, non, monsieur le ministre. C'est pas dans ça on dit les enfants doivent subir la rigueur de la loi. Non. Si j'avais leur âge, je sais qu'ils allaient faire la même chose.
sans savoir, il allait suivre. C'est pourquoi il fait ce direct. Le deuxième point, ce mercredi-là, il est riche en informations. J'ai entendu le chef de l'État dire que voilà, les enquêtes vont être menées pour arrêter tous ceux qui ont sémé des troubles. Bravo. C'est comme ça parle un chef d'État et de l'État. C'est bien. Mais moi, j'ai une question aussi à ce niveau. Le chef de l'État, lors de la clôture de la campagne présidentielle, a donné un ordre. Il a dit à ses militants de veiller sur les quartiers, leurs quartiers, et que des chiens, voilà, pouvaient passer en tout moment. C'est choquant, non? Mais des chiens ont été... Il y a des chiens qui ont été tués, comme il a dit. Parce que quand tu donnes un mot d'ordre, il est suivi. Donc des chiens ont été tués, leurs cages ont été saccagées. Moi, je voudrais demander au chef de l'État, on fait quoi? Parce que la loi aussi punit. Notre loi, quand vous regardez le code pénal, l'article 496 du code pénal, parlant des traitements de la cruauté envers les animaux. Des chiens ont été tués, Monsieur le Président. On applique le code, comment on appelle, l'article 496 du code pénal, ou bien on fait comment? C'est la question. Parce que c'est vous qui avez employé, c'est vous qui avez donné l'ordre que des chiens vont passer. Vous étiez sûr, c'est-à-dire que vous aviez cette assurance que des chiens allaient passer. Et que ces chiens-là, pour ces chiens, il faut que chacun surveille son quartier. Mais des gens ont surveillé leur quartier. Ils n'ont pas que tué des chiens, mais ils ont saccagé même les cages des chiens. Monsieur le Président, on fait comment? Des enquêtes doivent aussi être menées pour retrouver ceux qui ont tué ces chiens-là et ceux qui ont donné l'ordre de tuer les chiens. On fait comment? C'est la question que moi je pose. On se rappelle très bien qu'en Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'on a vu que quand nous, on ne connaissait pas encore le droit, à La Haye, on a posé des questions à des personnes qu'ils ont dit l'Éternel des armées. Et nous qui ne connaissions pas la Bible, ceux qui étaient accusés, quand on dit que non, l'Éternel des armées va nous défendre, va descendre, ou bien je ne sais pas, c'est l'argument qui a été utilisé à La Haye contre les accusés. Alors, à eux de dire que l'Éternel des armées, ça se trouve dans la Bible. Non, c'est ça qui nous a envoyés ici, pour avoir dit l'Éternel des armées. Et on leur avait reproché qu'ils étaient... Et que un a dit que, parmi les accusés là, un a dit, 1000 tomberont à ma gauche, 1000 à droite, et j'avance. Mille à gauche, 1000 à droite, et j'avance. Tout ça, c'est tiré de la Bible. Mais on a dit à La Haye que pour avoir dit ça, c'est que la personne avait déjà préparé. C'est-à-dire que avait déjà fait le plan de tuer des Ivoiriens. Ce procès, nous l'avons suivi. C'était le procès du siècle. Nous l'avons suivi. Nous tous. Alors quand on a assisté à un tel procès et quand on a suivi un tel procès,
on devait faire attention à ce qu'on dit. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire l'Éternel des armées, on ne peut pas aussi dire que 1000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite, et j'avance. Alors donc, un chef de l'État qui dit que lors de la clôture de la campagne présidentielle, qui dit que des chiens vont passer. Il faut que, voilà, ces militants surveillent les quartiers. C'était qui ces chiens-là? C'était qui? Mais on a entendu que des chiens ont été effectivement tués. Des chiens ont été tués. Ils ont suivi l'ordre que vous avez donné de surveiller leur quartier et que des chiens allaient passer. Donc ils ont pris des mesures. Et des chiens ont été tués. Les dortoirs des chiens ont été saccagés. Monsieur le Président, vous avez parlé d'enquête, mais vous avez oublié que vous avez aussi lancé un appel. Mais les enquêtes là, vous ne parlez pas aussi des chiens qui ont été tués? C'est pas nous qui le disons. C'est vous qui le dites. Vous voyez, je ne cesse de le dire. Qu'un chef, c'est celui qui fait en sorte que sa famille, son pays, sa nation puisse toujours être en paix. Et le mal que moi je traîne aujourd'hui, c'est que si M. Alassane Ouattara n'était pas passé par le feu de l'action, on pouvait comprendre. Mais les discours de M. Alassane Ouattara, nous les avons aujourd'hui. Parce que nous sommes à l'époque du numérique. Nous avons tout. Les discours qu'il tenait quand il était dans l'opposition, y compris son parti. Est-ce que moi, qui subis aujourd'hui l'injustice, si je suis au pouvoir, est-ce que je vais venir faire subir la même injustice aux autres? Ou alors, je dois bien me comporter envers eux pour leur dire que quand on est au pouvoir, c'est-à-dire que c'est 5 ans, et comme nous sommes dans une république, ce n'est pas sûr qu'on s'éternise, qu'on soit là tout le temps, à vie. Donc, il y a des actes à poser pour consolider la paix, pour faire en sorte que nous puissions nous aimer entre nous. C'est ce que j'ai toujours dit. Et je le répète encore. Des gens s'amusent à dire c'est parce que vous êtes dans l'opposition. Ils prennent leur comportement là. Ils pensent que c'est comme ça tout le monde est. Non. Un chef doit être soucieux de la paix dans sa famille, la paix dans son pays. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là. Parce qu'on confond tout. Non, il faut qu'il y ait la sécurité. La sécurité n'a rien à voir avec. La sécurité, c'est autre chose. Mais un chef de l'État, c'est-à-dire c'est le peuple qui t'a conféré, qui t'a donné une partie de son pouvoir.
Ce peuple ne doit pas être ton ennemi. Parce que forcément, par des actes que tu poses, tu crées toi-même la division. Quand je le dis, je m'appuie sur des faits. Monsieur Alassane Ouattara a crié sur tous les toits qu'il est victime d'exclusion. C'est un fait. Et celui qui était président en ce moment-là, il a été obligé d'utiliser l'article 48 pour faciliter les choses, pour éviter qu'on s'embrase. C'est vrai. Et quand on a bénéficié d'une telle largesse, ce n'est pas pour venir faire aussi la même chose. Il est vrai que les autres, il y a des choses qu'on peut leur reprocher. Mais en tant que chef de l'État, qui est passé par ce même truc, et qui a envoyé même la guerre, parce que des gens ont justifié ça. Ça est là. C'est pas nous qui inventons. On a entendu un certain Koné Zakaria. Notre guerre que nous menons, c'est pour installer M. Alassane Ouattara. Pour qu'il soit candidat. C'était le langage que les gens tiraient. On peut éviter les frustrations. Parce que c'est à partir des frustrations qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Monsieur Alassane Ouattara, vous aviez les cartes, toutes les cartes devant vous, pour que la Côte d'Ivoire, on n'entende pas les discours qu'on entend aujourd'hui. On n'allait même pas entendre des radicaux aujourd'hui. Si vous aviez pris de la hauteur, face à tout ce qui s'est passé, face à ce que vous dites avoir subi, parce que vous le dites. J'ai écouté, j'ai passé mon temps à regarder beaucoup de vos vidéos dans lesquelles vous étiez en train de dire que tu as été l'homme le plus humilié, que tu as été froissé. Mais est-ce que c'était pour faire ça aux autres? Si vraiment ce que vous dites est vrai. Il y a eu un 2011. Et des gens ont été ramassés, on les a envoyés à La Haye. Ils ont été jugés, libérés. Aujourd'hui, ils traînent d'autres condamnations parce que voilà, vous avez trouvé que un a volé la BCAO. Et ceux qui le jugent, eux-mêmes là, ils ont été payés avec l'argent de quoi? C'est même argent volé de BCAO là. En temps normal, les juges, celui qui a volé, eux tous, ils devaient être en prison. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire devait être en prison. Parce que tout le monde a été receleur. On devait dire non, tu as volé l'argent, il faut prendre moi, je n'ai pas touché. On a pris tous. Juste pour dire quoi, il y a des choses qu'on peut éviter. Et on sort par la grande porte. On sort par la grande porte. Ce n'est pas être... il n'est pas fort en faisant ces choses. Mais ça a radicalisé les positions aujourd'hui. Le fait de participer, parce qu'on sait que c'est une condamnation politique. Il n'y a pas un autre argument qui est derrière ces condamnations que nous voyons. On sait que ce sont des condamnations politiques. Point. Il n'y a rien d'autre derrière qui puisse justifier un argument solide qu'on va avancer. Il n'y en a pas. Parce que la BCAO n'a jamais porté plainte.
n'a jamais dit qu'on m'a volé de l'argent. La BCEAO n'a jamais dit cela. Concernant Charles Blé Goudé, il a été jugé par contumace pour les mêmes faits et condamné. Ce sont des condamnations politiques. Et nous le savons. Vous pouviez, c'est-à-dire que prendre une loi d'amnistie pour vous rendre encore plus fort. Et ça rentre dans l'histoire, même si c'est contesté d'un côté, mais l'histoire retiendra que ils étaient condamnés par la justice ivoirienne et que c'est M. Alassane Ouattara qui a introduit une loi d'amnistie et que c'est par rapport à cette loi qu'ils ont été libérés. C'est tout. Et ça sera marqué, même si les gens, on va faire des acrobaties, mais on dit c'est grâce à Alassane Ouattara que vous avez obtenu la loi d'amnistie. Et qu'aujourd'hui vous êtes libre. Quand vous finissez de faire ça, vous convoquez tout le monde pour être toujours, c'est-à-dire pour contrôler ton adversaire ou ton ennemi. Il faut le garder à côté de toi. Donc si vous considérez qu'ils vous font peur jusqu'à ce niveau, ils deviennent vos amis. C'est-à-dire que c'est avec eux que vous devez passer vos comment on appelle, week-end à Bassam ou vivez à Assini. Vous passez vos week-ends là-bas, on dit ça, les voitures qui passent là, ça c'est la voiture de Gbagbo qui va là-bas. Hein. Il va à Assini comme ça chez Alassane Ouattara. Ah, Blé Goudé suit, hein. Eux tous ils vont là-bas. Est-ce que vous allez avoir des Ivoiriens avec des langages, c'est-à-dire qu'avec une position catégorique? Non. Avec une position radicale? Non. C'est-à-dire que vous avez tué tout ce qu'ils allaient faire là dans l'œuf et qui sort grand. On dit Alassane Ouattara qu'on avait traité de Mossi, Alassane Ouattara qu'on avait dit qu'il est ceci, qu'il est cela. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, regardez comment il traite. Aujourd'hui, il fait même que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'était passé en 2011. Je l'ai plusieurs fois dit. Ici, je l'ai dit. Mais je remarque que le pouvoir en voûte, ou ceux qui ne veulent pas perdre des postes, peut-être c'est eux qui savent que si voilà, vous faites ça, il y a des privilèges qui vont perdre. Donc c'est eux qui vous maintiennent dans ça, je ne sais pas. Mais ma préoccupation, c'est ça. Vous auriez dû faire ça. Et c'est fini. Et c'est fini. Je mets, ça dit que ma main au feu. Je ne fais pas comme l'autre qui met sa main au feu. Hein. Moi, je mets ma main au feu. Si ça avait été fait, c'est terminé. Les Ivoiriens allaient oublier cette histoire de 2011, 2002. Ça allait être, ils allaient rappeler ça comme... Et toi-même, tu pouvais organiser ça. Ou bien vous-même, si vous voulez. Vous-même, vous pouviez organiser ça. Pour dire en 2011, il y a eu un malheur qui s'était battu. Il y a eu incompréhension en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes déchirés. Et donc voilà, nous allons toujours, on va se rappeler cette date-là. Tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara. Mais c'est vous qui sortez les grands gagnants. C'est vous qui sortez le grand gagnant. Mais quand vous montez sur les chevaux, vos chevaux, non. Ça, ce n'est pas un chef. Non. Un véritable leader, il ne fait pas ça. Et ça, je vous parle parce que quand je regarde, franchement, je vois que la Côte d'Ivoire, c'est maintenant que commencent les problèmes de la Côte d'Ivoire. Parce que la vengeance se lie
dans les yeux des uns et des autres. Personne ne peut me mentir sur ça. Parce que nous-mêmes, le simple fait de penser autrement, des gens nous prennent pour des ennemis. Des gens nous prennent pour des ennemis. Il y a même un jeune que j'ai écouté aujourd'hui. Il disait, les parents de Guy Biroir, est-ce que vous voyez ce que Chablé Goudé est en train de faire? Une menace. Et que, bon, quand les choses vont se passer là, on va faire un nettoyage. Ça veut dire que c'est cela. Monsieur le Président, nous sommes citoyens ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens. Ce que nous disons là, ça doit être pris en compte. Que je sois de votre bord politique ou pas. Mais vous n'êtes plus, vous n'appartenez plus à un bord politique. Vous êtes le chef de l'État. Donc, vous devez écouter chaque Ivoirien, ce qu'il dit. Mais moi, je lis aujourd'hui la vengeance, la haine dans les yeux des uns et des autres. Quand un enfant de ton village te menace, alors que tu n'as rien, mais simplement parce que tu as décidé de faire la politique autrement et être avec un autre leader qui n'est pas son leader, il te menace. Il te menace juste pour ça. Vous comprenez? Donc, vous aviez toutes les cartes. Vous n'aviez pas à jouer la carte de l'orgueil. Vous n'aviez pas à jouer la carte de l'ego. La seule carte que vous deviez jouer, c'était la carte du rassemblement. C'était la carte de se mettre au-dessus de tout. Et c'est vous qui gagnez encore. Comme je l'ai dit à Gbagbo. J'ai dit quand il est rentré, c'est lui qui allait mettre tout le monde ensemble. Par sa manière. Mais vous, vous êtes le chef de l'État. Gbagbo, lui, il est dans l'opposition. Mais vous, vous êtes le chef de l'État. Demain, ces propos que je tiens resteront. Oui, je fais ma part. Parce que je ne sais pas quand est-ce que Dieu va dire que ton contrat que tu as signé là, c'est terminé. Je ne sais pas. Mais moi, je fais ma part pour que cette voix-là puisse rester et que des gens puissent s'en souvenir pour toujours. Un chef, ce n'est pas celui qui écrase. Non. Un chef qui écrase, il n'est pas un chef. Ce n'est pas lui un chef. Un chef, c'est celui qui rassemble. On a peur de celui qui rassemble que celui qui écrase. Parce que celui qui écrase, il le fait par faiblesse. Il a peur. C'est pourquoi il le fait. Un vrai chef, il n'écrase pas. Il rassemble. Il comprend, il cherche à comprendre tout le monde. Et puis il dit oui, c'est vrai, telle chose, telle chose. Ça n'a rien à voir avec non, la loi ne doit pas être appliquée. Mais nous sortons d'une situation. Quand on sort d'une situation, il faut une transition paisible. Cette transition-là, la personne qui doit porter cette transition, c'est le chef de l'État. C'est pas quelqu'un d'autre. Par sa façon de faire. Il est comme le père d'une famille. Il peut s'énerver, c'est vrai. Vous avez pris le pouvoir en 2011. On peut comprendre que 2012, oui, c'est normal. Voilà. 2013, c'est normal. Votre premier mandat, votre second mandat et votre premier mandat, on peut comprendre. Mais quand vous faites
un second mandat. Ce second mandat devait être consacré uniquement à ça. Comment je fais pour rapprocher les uns et les autres? Et ça me donne encore plus de force, plus de considération, plus de respect. Alors, les divergences, j'ai fait le premier pas. Sans écouter forcément ce que les autres vont dire. Mais je vais faire le premier pas. Je les ai envoyés à La Haye. Heureusement, ils ont été acquittés. Qu'est-ce que je fais? J'attrape un téléphone. Je dis, mon frère, demain, on t'envoie ton passeport d'ici. Moi, je ne peux pas attendre toutes ces mesures-là. On va t'envoyer ton passeport. Mais, déjà ici, j'ai déjà appelé tes éléments. Quand tu viens, nous, on va t'accueillir, nous tous ensemble. Moi-même, je peux me déplacer. On va t'accueillir. Déjà, ce pas-là, ça va faire que tous ceux qui avaient d'autres choses seront découragés. Et ils vous voient, vous vous embrassez à l'aéroport, vous montez dans le même command car, vous allez à la présidence et M. Alassane Ouattara étonne le monde, mais de façon positive. Ça, on n'a pas besoin d'autre chose. Mais vous n'avez pas réussi ça. Vous-même là, vous entendez. Et quand vous venez dire que non, comment on appelle, les enquêtes doivent suivre, il faut qu'on ouvre les enquêtes, c'est pourquoi j'ai posé la question. Parce que vous avez tenu un discours lors de la clôture de la campagne présidentielle. Un chef de l'État qui dit qu'il y a des chiens, mais ces chiens-là, c'est qui? Ce n'est pas un langage à tenir. Moi, je suis droit dans mes bottes. Parce que ce que je vais laisser, je ne sais pas quand Dieu va m'appeler. Mais il faut que je dise ce que je pense. Et de la même façon, je vois des choses. On peut normaliser la situation. Entre nous, de façon africaine, on normalise la situation. Parce que c'est à partir d'une crise électorale que on s'est séparés. Comment on fait pour blesser ces cœurs-là pour penser ces blessures-là ensemble. Les autres leaders qui sont partis, qui sont revenus, c'est ensemble. On fait fi de beaucoup de choses. Pour d'abord reconstruire le tissu social qui s'est déchiré. Ce tissu social qui s'est déchiré n'est pas notre faute. Parce que des décisions qu'on a prises, ces décisions ont eu un impact négatif sur la vie des uns et des autres. On aurait choisi de faire les choses autrement, mais on a été pris par l'orgueil, par l'ego, et voilà. Maintenant, nous allons revenir à l'africaine, une solution à l'africaine, et on règle nos problèmes ensemble. Monsieur Alassane, c'est à vous de faire ça. Mais je ne sais pas ce que des gens viennent vous siffler dans les oreilles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai mal de voir, quand je fais le tour sur les réseaux sociaux, j'ai mal d'entendre des discours. C'est-à-dire, je vois, ce n'est plus l'Ivoirien que je connaissais. L'Ivoirien a changé. L'Ivoirien peut te menacer pour une position, c'est-à-dire parce que tu ne vas pas dans son sens. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Mais c'est à partir de 2011 véritablement. Pas 2012, 2002 même. C'est à partir de 2011 véritablement que tout a commencé.
Et donc l'Ivoirien, il s'est réinventé. Mais au lieu de devenir un Ivoirien qui est dans le raisonnement, non. Il est devenu un Ivoirien qui est emporté par la haine. Monsieur le Président, voici ce que nous vivons. Et vous le savez mieux que moi. Vous le savez mieux que moi. C'était à vous de prendre le taureau par les cornes. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui encore, il y a eu du sang versé. En 2025, il y a eu du sang versé. C'est-à-dire que il y a encore, c'est-à-dire la haine augmente. On a l'impression d'avoir deux Côte d'Ivoire dans une même Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, moi j'ai fait ma part. Je ne suis pas votre conseiller. Non. Mais ce que Dieu met dans ma tête, c'est de ça que je parle. Sinon que je ne suis pas votre conseiller. Je n'ai pas aussi la prétention de dire que je sais tout et je suis sage que tout le monde. Je partage une vision que Dieu me donne. Comment on pouvait résoudre ce problème-là et ne pas arriver à s'entre-déchirer. Et que si je vais au nord, je suis chez moi. Si je vais au sud, je suis chez moi. Mais la méfiance s'est installée. Parce que vous n'avez pas su prendre le taureau par les cornes. Il y a une injustice, très grande injustice. D'une part, il y a ceux qu'on peut attraper, qu'on peut arrêter sur le champ. Dès qu'ils font une petite faute, une faute de communication, on peut les prendre. Donc, ce sont des prisonniers en sursis. Et d'autre part, il y a ceux qui ont la liberté, qui peuvent dire ce qu'ils pensent. En référence, le coupeur de tendons. Il peut dire qu'il a coupé des tendons, sachant très bien que ça ne peut pas contribuer à ramener, à mettre les Ivoiriens ensemble. Mais plutôt, ça va contribuer à la division. Mais il a eu à dire ça. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, il lance un appel à tous ceux qui sont de son groupe de la Côte d'Ivoire de se mobiliser et de mater ceux qui vont marcher. Et après, on apprend que ce dernier-là, il aurait reçu un passeport diplomatique et qui aurait voyagé, qu'il aurait été en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été interpellé. C'est une injustice. C'est une injustice. Ce n'est pas normal. Mais bon. Voilà ce que j'ai voulu dire. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui, notre façon de faire la politique, la façon qu'on a choisi de faire la politique aujourd'hui, fait qu'on nous taxe de traîtres. On dit même que on mange à votre table. Mais si moi je dois manger à votre table, c'est que, ça dit je vais avoir beaucoup. Ça, au moins vous le savez.
Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui, c'est-à-dire qui n'échappe même pas un seul jour sans qu'on ne parle de lui, Charles Blé Goudé. Si vous pensez que ce monsieur, oui, quand vous étiez dans l'opposition, il a eu à dire des choses, mais regardez la souffrance qu'il vit depuis, c'est-à-dire 2013, jusqu'à maintenant. Il est harcelé. Il est harcelé. Au moins ça peut vous toucher le cœur. Vous dites, mais ce n'est pas possible qu'on traite une personne comme ça. Et pourtant, je n'ai rien à voir, il n'a rien à voir avec nous. Parce que ça sort même du cadre de la politique. Il est harcelé psychologiquement. Il est harcelé. Chaque pas qu'il pose est suivi. Chaque mot qu'il sort, il est traité de tous les noms. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire la politique autrement. De ne pas alimenter la violence. De ne pas alimenter la haine. Mais de se mettre dans le moule de la République. Se mettre dans le moule de la République, ça veut dire que respecter les institutions de la République. Il s'est réinventé un personnage. Il a jeté la casquette qu'il avait. Son discours, il a un discours responsable. Vous-même, vous voyez comment il est traité. Malgré les 20 ans qu'il a, et que son compte est gelé, mais on le traite, c'est-à-dire comme un inhumain, et il est vraiment animalisé. Il est menacé de mort. C'est-à-dire chaque fois, il est menacé de mort. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous gagnez? Peut-être que je me dis que vous êtes assis dans votre coin là-bas et vous regardez ces choses et puis vous riez, vous êtes content. En disant que voilà, c'est comme ça que vous m'avez traité hier. Donc, il faut qu'on vous traite comme ça. C'est comme ça que je comprends la situation. Parce que vous savez, votre parti même sait qu'il n'a aucun lien avec vous. Aucun lien. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'amis au RADP. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais un lien, c'est-à-dire que caché, où il y a des petits traitements, où il est favorisé, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Vous le savez très bien. Comment il se débat pour se défendre devant cette meute. Pour dire non, c'est pas ce que vous pensez que je suis. Il a seulement dit que je ne peux plus faire les mêmes discours que je tenais hier. Bonsoir camarade Julien. Mais vous savez très bien comment il est traité. Son compte est bloqué, est gelé. Son parti n'a pas de récépissé. Il est condamné à 20 ans. Malgré ça, il est harcelé. Sévèrement harcelé. Si ce n'est pas un homme qui est fort, il peut se pendre. Il peut se faire du mal. Parce que quand tu sais que tu n'as rien à voir avec ce qu'on te dit et que tu essaies de te défendre à chaque fois, dis que non, ce n'est pas ça. Et que les gens continuent de te dire que oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on salit ton image, on salit ta réputation, on dégrade ta dignité. Mais tu ne vois plus le sens, tu ne vois plus pourquoi tu vas vivre. Parce que tu n'as plus rien.
Quand ton honneur, ta dignité, ton image, tout est dégradé à chaque seconde, ça dit que tu n'es plus un homme. Juste parce que tu as choisi de faire les choses autrement. Monsieur le Président, vous-même vous voyez ça. Je suis sûr que les gens vous montrent et vous riez. Mais en quoi est-ce que cela vous fait honneur de voir un être humain être traité de cette façon? Même si vous pensez que ce dernier, vous avez dit des choses. Mais depuis combien d'années la personne doit, pendant combien d'années la personne doit payer pour ça? C'est ça. Nous, on a un problème, nous autres. Parce que je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. Je sais me défendre. Ça, c'est vrai. Sur le champ, tu viens, je vais me défendre. Mais je ne peux pas préparer quelque chose dans ma tête, là-bas, dans un petit coin de ma tête. Il m'avait fait ça, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Donc, je vais lui faire ça. Je ne sais pas faire ça. Donc, ça me fatigue. Et je ne sais pas comment des êtres humains arrivent à faire ça. Préparer des petits trucs dans leur tête. Je vais lui tendre tel piège, je vais lui faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça. Ça me fatigue. Ce n'est pas de la politique. Vous le savez. Combien de fois il lutte? Si on ne nous appelle pas pour dire cotiser telle chose, on n'appelle pas ses amis pour dire qu'il y a vraiment, on ne doit pas laisser le monsieur comme ça, parce que si on le laisse comme ça, vous êtes ses parents, vous êtes ceci, faites un effort, il va vivre. Si on n'appelle pas ses amis, si on ne nous appelle pas quelquefois, si on ne nous fait pas telle chose, comment il vit? Et malgré ça, ce n'est pas le fait de ne pas avoir quelque chose qui est le problème. Mais quand ton honneur est bafoué, quand ta dignité, elle est dégradée constamment, tu ne vois pas pourquoi tu vas continuer de vivre. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la forme d'un être humain. Ça ne sert à rien. Il est mieux de partir et comme ça, tu seras peut-être en paix. Mais c'est parce qu'il est fort mentalement. Si c'était chez les Blancs, un matin on entend qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Mais nous les Africains, on est vraiment solides. On peut tenir devant tout. C'est pourquoi Charles Blé Goudé, il tient sur ses deux pieds. Sinon moi je n'ai jamais vu un homme comme lui. Ça je le dis. Je le dis. Merci Serge Toali. Je le dis. Regardez. On va prendre un exemple. Il n'était pas le seul. Et ce n'est même pas lui qui était candidat aux élections passées. Il a appliqué un plan B. Pour dire que comme je ne suis pas candidat, et nous au parti, personne ne s'est présenté pour dire que bon, on va faire un plan Sonko. Et le plan Sonko qu'il a prévu s'est élargi sur le parti d'une camarade de lutte. C'est-à-dire celle avec qui on a les mêmes idéaux. En la personne du docteur Simone Yves Gbagbo. Il aide cette maman-là dans sa campagne. Ce n'est pas eux seuls qui sont allés. Hein? C'est-à-dire même si eux, ils ne partent pas à ces élections, forcément, des gens vont aller à ces élections. Mais ils ont oublié ceux qui ont aussi participé. Mais quand on rentre maintenant dans leur couple, Charles Blé Goudé, Dr Simone Yves, on a écarté un peu Dr Simone Yves. La personne maintenant
qu'il faut fusiller, c'est Charles Blé Goudé. Et pourtant, il n'a pas été candidat. Il n'a que soutenu une candidature. Mais pour ça, il est fusillé. Récemment, ça dit, après que les autres aient dit leurs mots, quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, je peux dire qu'il a été la dernière personne à se prononcer. La toute première personne à se prononcer, c'était Jean-Louis Bion, qui vous a félicité. Il n'y a pas eu de problème. Non, il n'y a pas eu de problème. Charles Blé Goudé a pris acte et il vous a félicité. Il y a un problème. Parce que lui, il ne devait pas vous féliciter. Et que c'est lui qui a validé, ça dit, il est en même temps le président de la CEI, il est la présidente du Conseil constitutionnel, et donc, non seulement il a recueilli votre candidature qui est supposée être anticonstitutionnelle, après, il a validé cette candidature au niveau de la Cour constitutionnelle ou bien du Conseil constitutionnel. Et après tout ce qui s'est passé, il a donné les résultats provisoires au niveau de la CEI. Il est allé maintenant au niveau du Conseil constitutionnel pour donner les résultats définitifs, pour dire que c'est vous qui êtes élu président de la République. Alors, c'est comme ça on voit le schéma. On ne se dit même pas que c'est la CEI qui a d'abord dit que vous êtes élu de façon provisoire et que le Conseil constitutionnel qui est venu dire que vous êtes le président de façon définitive. Mais pour avoir dit simplement félicitations au président de la République, c'est un tollé. Et des gens placent caméra pour dire à ses parents de Guy Bérois est-ce qu'ils voient leur fils ce qu'il est en train de faire. Mais quand le temps viendra, il sera balayé, il sera nettoyé. Ça veut dire quoi? On ne peut pas penser autrement. Et eux, ceux qui parlent comme ça, je les regarde, quelquefois je me dis que il faut les attaquer, mais il dit non. C'est parce que celui qui est le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, n'a pas pris le taureau par les cornes. Sinon, on n'aurait pas entendu toutes ces choses-là. Les gens allaient comprendre réellement c'est quoi l'humanité et c'est quoi vivre ensemble. Même quand on n'est pas d'accord sur certains points, on ne peut pas aller jusqu'à vouloir la mort de quelqu'un. Monsieur le Président, voici l'état des lieux. Aujourd'hui, tout repose sur Charles Blé Goudé. Parce qu'il ne vous attaque pas frontalement. Parce qu'il ne tient pas des propos durs. Alors, on se dit qu'il a un deal avec vous. Malgré tout ce qu'il dit, il n'est jamais écouté. Vous comprenez? Je ne suis pas sûr que ce que Charles Blé Goudé est en train de vivre, je ne suis pas sûr. Peut-être la seule différence, l'élément que vous ressortez, c'est que la dépouille mortelle de votre mère aurait été déterrée. Peut-être c'est ça. Mais je pense que Charles Blé Goudé subit plus que vous. Ce qui fait mal dans la vie d'un homme, quand on est attaqué par ceux qui ne sont pas de la famille, ça ne fait pas mal. On se dit que bon,
Ça, ce n'est rien. Mais quand l'attaque vient de la maison, elle fait plus mal que l'attaque qui vient du dehors. Quand l'attaque vient de la maison, elle fait plus mal que l'attaque qui vient du dehors. Comment pouvez-vous comprendre que Charles Blé Goudé soit humilié chez lui, pas ailleurs? Mais chez lui, quand je dis chez lui, je ne parle pas de Guy Beroy. Bonsoir Eugénie, j'espère que tu vas bien. Mais je parle de chez lui, dans son village. Pourquoi? C'est cette haine qui a été nourrie là. C'est ça. Ce sont les fruits de cette haine là. Ça veut dire que si quelqu'un était armé, on peut l'abattre. Et pour rien. Monsieur le Président, je fais ce tableau, je dresse ce tableau noir là, pour que vous puissiez comprendre à quel niveau l'Ivoirien se trouve aujourd'hui par rapport à cette haine. À quel niveau l'Ivoirien se trouve aujourd'hui? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez à combien de kilomètres de mon village je suis et de mon pays? Je suis à 6000 km. Et malgré les 6000 km, je ne suis pas allé marcher sur la vie de quelqu'un. Mais quand un enfant d'un village voisin me menace de mort, vous comprenez tout de suite que nous ne sommes pas dans un amusement. C'est justement parce que la haine qui a été sémée là, elle est en train de donner des fruits. Et c'était à vous de faire en sorte que cette haine-là puisse être déjà tuée dans l'œuf. Votre responsabilité, elle est grande. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que on pouvait évacuer tout ça depuis le début. Parce que nous sortons d'une crise. Alors la transition, elle se fait comment? Cette transition devait se faire avec vous. Votre premier mandat, on peut vous comprendre. Cette colère que vous aviez, vous l'évacuez d'abord avec votre premier mandat. Mais le second mandat, vous essayez de faire une transition. De sorte à amener tous les Ivoiriens à se mettre ensemble. C'est ce que vous avez raté. Aujourd'hui, on ne peut pas penser différemment en Côte d'Ivoire. C'est un problème. Et moi, je le dis que mon pays est assis sur des braises. Parce que des gens ont gardé tellement de rancune que on ne sait pas à quel moment on se fait même plus confiance. Parce que pour qu'il puisse te faire confiance, il faut forcément être de son bord. Pour que tu puisses lui faire confiance. Il faut être de son bord politique. Là, tu peux dormir avec les deux yeux fermés. Mais si tu n'es pas de son bord politique, que vous êtes dans la même maison, il faut attraper un œil et l'autre va être ouvert. Quand l'autre est fatigué, tu attrapes l'autre. L'autre va être ouvert.